Il est 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Comme prévu sur les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante CENI, toutes les candidatures pour la présidentielle du 23 décembre sont attendues dans les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC dès ce samedi 9 septembre jusqu'au 8 octobre 2023. Seront retenus les candidats qui auront à remplir une série de conditions. Le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde est menacé par une motion de censure introduite au Parlement pour la session de septembre 2023. C'est le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan qui l'a déposé en protestation des incidents survenus entre les FARDC et les adeptes de Ouazalendo qui ont coûté la vie à plus de 50 personnes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur les antennes de Montico Télévision. Comme annoncé lors de la convocation de l'électorat par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC est installé au siège de la CENI et sera ouvert ce samedi 9 septembre 2023 au 8 octobre 2023. Cependant, les candidats prétendant au présidentiel doivent remplir certaines conditions pour que leur candidature soit retenue. Suivez. Conformément à l'article 100 de la loi électorale, la circonscription électorale pour l'élection du président de la République est le territoire national. Les bureaux de réception et traitement des candidatures est installé au siège de la Commission électorale indépendante. Les candidats présidents ou son représentant doit se rendre à Kinshasa pour postuler. Pour être éligible à la présidentielle, les candidats doivent être d'origine congolaise, avoir au minimum 30 ans d'âge, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, être diplômé des études universitaires, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique, être inscrit lors du dépôt de sa candidature. Pour d'autres éléments constitutifs du dossier, la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques désirés de participer à l'élection présidentielle au respect du chronogramme et du délai pour le dépôt de leur candidature. Conformément à l'article 104 de la loi électorale, les candidats à l'élection présidentielle doivent faire l'acte auprès de la CENI. 4 photos du format passeport du candidat sont exigées ainsi qu'un logo du parti politique ou son regroupement politique à l'exception des candidats indépendants. Les documents originaux de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, excepté pour les candidats indépendants. Somme à payer pour la présidentielle est de 64 000 $, contrairement aux élections précédentes où la caution était à 100 000 $. Les candidats présidents de la République doivent présenter à la CENI un récépissé des paiements de 160 millions de francs congolais comme frais de dépôt des paiements non remboursables. Les candidats présidents ou leurs mandataires doivent se présenter au bureau de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et pour retirer la note de réception. La session de septembre s'annonce très chaude à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Ensemble pour la République Gracienne de Saint-Nicolas Irachan appellent le chef du gouvernement à démissionner de ses fonctions suite aux bavures de Goma. À défaut de s'autodémettre avant la rentrée parlementaire, l'opposant déposera sa motion de censure pour son limogeage. Dans l'entretemps, le bilan de cet incident de Goma est revu à la hausse selon le gouvernement. Rontalu est là, signe ses commentaires. Bavure de Goma. Le député national élu de l'Ituri, Gracien de Saint-Nicolas Irachan, mobilise l'Assemblée nationale par une correspondance pour une motion de censure contre le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Mais avant l'ouverture de la dernière session de cette législature, le député du Ensemble pour la République recommande au Premier ministre de rendre le tablier, avec lui tout son cabinet. Faute de s'auto-démettre, l'opposant brandit cette motion de censure qui,
tire sa substance des événements tragiques de Goma, capitale du Nord Kivu. En croit cet élu, cette flagrance avérée dévoile la complicité et l'échec de ses membres du gouvernement à bien gérer le pays, mais surtout à les protéger en lieu et place de les abattre. À ses collègues députés, Gratien de Saint-Nicolas Irachan exhorte ses collègues à s'assumer afin de signer cette motion de censure pour limoger les gouvernements. Pour rappel, le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, revenu de Goma pour s'enquérir de la situation, a revu les bilans à la hausse en parlant de 53 décès. Toujours en ce qui concerne le carnage des Goma, la plateforme Pona Congo a organisé le jeudi 7 septembre une soirée d'hommage à la place des évolués aux victimes de la répression du 30 août à Goma. Le thème retenu, plus jamais ça. À la tête de cette organisation, un député national de l'opposition, Ados Ndombasi. On écoute donc leur annonce. Les fils majeurs du pays demeurent dans l'indignation. Ce qui s'est passé le 30 août 2023 dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, est ahurissant, est inacceptable et choquant. Le sang des victimes du carnage continue de clamer. Des familles des massacrés, vouées à eux-mêmes, plus jamais ça. Ados Ndombasi et son groupe commémorent sous le thème « Plus jamais ça ». Les compatriotes qui marchaient pacifiquement pour revendiquer le départ de la MONUSCO ont été lâchement assassinés par l'armée congolaise. C'est inacceptable, intolérable que nos taxes, que nous payons pour acheter les armes, ces propres armes, nos propres armes, se sont retournées contre nous. Plus de 48 personnes ont perdu la vie. Réseau Pona Congo est un regroupement des Congolais qui aiment le Congo. Plus jamais ça en République démocratique du Congo. Il a invité ainsi la population à s'y rendre massivement en vue de la compassion patriotique. Nous vous invitons à venir nombreux ce jeudi 7 septembre à partir de 16h à la place du Génocoste, ex-place des Évolués, pour commémorer la mémoire de nos frères et sœurs lâchement assassinés. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. L'abattoir de Bunia en Ituri connaît une situation très difficile. Il est confronté à plusieurs problèmes dont notamment le manque d'eau et d'électricité. Cette situation qui dure depuis plusieurs années affecte le travail dans cette entreprise de l'État. La conséquence de ces difficultés et de l'insécurité que connaît la région est due à la baisse de la productivité. Images et commentaires signés Bijou Lumona. C'est l'un des plus vieux abattoirs dans l'est du pays. Il a été créé en 1958 et il continue à recevoir encore des bêtes. Aujourd'hui, 65 ans après, cette unité de transformation fait face à plusieurs difficultés. Alors qu'il doit consommer plusieurs mètres cubes d'eau par jour, l'abattoir central de Bunia en manque cruellement. Cette pénurie rend le travail très difficile pour les abatteurs. Cette entreprise de l'État, c'est l'unique industrie de transformation de bétail en Ituri. Cet abattoir est construit vers 1958 et donc, mais actuellement, cet abattoir est confronté à plusieurs difficultés. L'approvisionnement en eau potable et à quantité aussi. Parce que comme vous avez remarqué, au niveau de la triperie, c'est là où il y a la grande quantité d'eau qui se consomme. L'abattoir n'a pas un puits d'eau. Sur la chaîne d'abattage, quelques bêtes sont en train d'être dépecées. Elles devront être livrées aux consommateurs le même jour. L'abattoir connaît des grosses perturbations en fourniture d'électricité. Il n'est pas alimenté par le courant produit par la centrale de Budana qui alimente la ville de Bunia. À ceci s'ajoute l'insécurité que connaît la région et qui a fait fuir plusieurs éleveurs. Conséquence, le nombre de bêtes abattues ici est passé de 25 à 9 par jour. Jusqu'à maintenant, l'abattoir n'a pas l'électricité fournie par la centrale électrique de Budana. Nous fonctionnons avec le groupe électrogène et ce qui nous consomme beaucoup aussi de carburant.
nous avons le problème de l'insécurité et qui a comme conséquence le départ massif des paysans éleveurs vers d'autres régions sécurisées. Nous avions 25 bêtes par jour d'abattage. L'abattoir de Bunia est dans une situation chaotique à ce jour et faute de matériel de travail ne permet plus aux vendeurs comme aux consommateurs de la viande de se procurer de ces denrées en quantité suffisante comme autrefois. Santé à présent, la couverture santé universelle se concrétise dans diverses communes de la ville-province de Kinshasa dans les volets de la gratuité de la maternité, à la grande satisfaction de médecins rencontrés, mais beaucoup plus par les accouchés. Parmi les premiers bénéficiaires de ces programmes figure cette dame d'une vingtaine d'années qui vient de donner naissance au centre de référence de Bangou dans la zone de santé des Binza Météo, qui a exprimé sa gratitude au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Chose dite, chose faite, la volonté du président se concrétise concernant la couverture santé universelle, volet maternité. Cette disposition est bel et bien opérationnelle dans la ville-province de Kinshasa, où plusieurs femmes ont déjà bénéficié de cet avantage. Et certains bébés sont déjà nés via cette offre exceptionnelle du chef de l'État, sous la satisfaction de quelques médecins rencontrés dans la ville-province de Kinshasa. Actuellement, la plus grande actualité que nous pouvons offrir à la population congolaise, c'est la couverture santé universelle dans son premier volet qui est la maternité gratuite, projet piloté par son Excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la maternité gratuite n'était pas une option mais un devoir. Donc le gouvernement congolais n'avait plus de choix que de prendre les femmes et les nouvelles naissances en charge partout sur le territoire national. De ce fait, nous tenons à rassurer nos mamans, nous tenons à rassurer la population congolaise de nous faire confiance, de faire confiance à la génicité de la médecine que nous sommes et à venir prendre des soins gratuitement tels que voulu par le chef de l'État. Mami Maboa, qui fait partie des premières bénéficiaires dans le centre de santé des références de Bangou, n'a pas caché sa satisfaction. À noter que la couverture santé universelle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose à présent, 7 septembre 1997, 7 septembre 2023, 26 ans exactement sont passés depuis la disparition du maréchal Mobutu au Maroc. Une messe de requiem a été donnée le jeudi 7 septembre dans la soirée en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala en hommage à celui qui fut l'homme fort du Zaïre, ancienne appellation de la République démocratique du Congo. Je cite Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba ainsi que les membres de la famille de l'illustre disparu étaient présents. Illustration dans cet élément. Ce culte en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala ouvre tout un grand chapitre de l'histoire du pays qui s'inscrit dans la mémoire nationale dès qu'il s'agit de se remémorer de celui que l'on appelait le président fondateur du Impère, parti unique, mouvement populaire de la République du Zaïre, chantre de l'authenticité, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga, dont la mort remonte à 26 ans exactement depuis le 7 septembre 1997 au Royaume du Maroc, patrie de son ami le roi Hassan II. Son héritage dans les consciences reste mitigé, voire encore controversé en raison de la dimension du personnage emblématique, qui savait haranguer les foules et insuffler la fierté d'être zaïrois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez.
Le jeudi 7 septembre 2023 dans la soirée, pour se souvenir du roi Léopard, cette messe de requiem a été demandée et donnée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingala, avec comme point fort la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, farouche opposant de Mobutu de son vivant, qui était présent pour rendre cet hommage. À ses côtés, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, plusieurs fois ministre sous Mobutu, et surtout le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, son réel héritier politique, en compagnie de toute la famille des proches de l'ancien président de la RDC, dont son propre fils, Zanga Mobutu. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir prononcé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, l'ancien Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Que peut retenir l'histoire sur ce retour? Est-ce la fin de la disgrâce de Mobutu ou tout simplement la réconciliation du présent et du passé de notre patrimoine politique qui se déclenche par ce geste exceptionnel du président Félix Tshisekedi, qui rend en fait un hommage à celui qui était l'ami puis l'ennemi et adversaire de son père. Ngai rassembleur et peuple louba, ngai protecteur et peuple louba. Yo zali rassembleur, ozali protecteur. Okamata basi bazai na mabumu, obwaka bango na bloc, bakomi bout. Bana mike moyen ya kopema ezali te. Yaka na fungula ezali te. Nalataki elamba ya soda, botine na makolo, botine na ngai nde tango na bandi kobuka basoda banso bazaki babuki mpo tango bato babimi. C'était la lune de vidéo du maréchal Mobutu choisie pour vous, le cher téléspectateur. Rendons-nous à présent en province. La gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a ouvert officiellement l'avenue Kasavubu à la circulation à l'issue de la pause de l'enrobé. La cérémonie qui a drainé une foule en effervescence a eu lieu le mercredi dernier en présence des responsables de l'entreprise Safrimex qui a exécuté les travaux. Les membres du conseil provincial des sécurités y ont également pris part. Suivez. Dans une ambiance chaleureuse, marquée par des cris de joie et des chants en l'honneur de l'autorité provinciale et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Julie Kalenga Kabongo a coupé les rubans symboliques sous les ovations de la foule. La chef de l'exécutif provincial a ensuite rendu les hommages déférents au président de la République qui ne ménage aucun effort pour doter à chaque ville des infrastructures routières de haute facture. Pour celles construites au Kasaï oriental, précisément à Mbujimayi, Julie Kalenga a appelé à une protection et une bonne gestion. Vous avez vous-même palpé ce que notre président Félix Antoine Tshisekedi a fait pour nous. Comme ceci nous réjouit tous, nous devons lui donner un autre mandat pour qu'il les fasse partout où il y a encore le besoin afin que finissent toutes les souffrances que nous subissons. Je sais que cette route est très bien faite, mais je demande que vous et moi puissions bien la garder. Comme ces caniveaux qui sont construits tout autour, si vous y jetez les immondices, vous allez le boucher et empêcher l'eau de pluie de passer librement au risque d'envahir les parcelles résidentielles. Ces caniveaux sont donc construits pour protéger toutes les parcelles qui sont le long de la route et faire la beauté de l'artère et même là où vous exposez votre marchandise. Mais si vous commencez à y jeter les déchets, c'est-à-dire qu'on ne va plus rester ici. Faisons tous les contrôles de cela et chaque fois que vous trouvez les déchets, venez nous dire et nous allons nous arranger pour enlever ça, a-t-elle exhorté. En femme du terrain, Julie Kalenga Kabongo a rassuré aussi que les lampadaires solaires seront placés sur cette artère pour chasser l'obscurité. Comme cette voie est bien aménagée, la circulation des automobiles sera très fréquente. Les parents sont priés de bien garder les enfants pour éviter tout risque lié aux accidents de circulation routière. L'avenue Kasavubu relie 4 communes de la ville de Mbujimayi, la commune de Diolo, Bipemba, Mouya et Dibindi. Sa réhabilitation fluidifie le trafic routier, surtout pour le petit commerce.
Dans le reste de l'actualité, le travail d'ouvrier des chantiers de construction est un métier connu de tous, parfois négligé de manœuvres congolais. Congolais nous parlent du faible taux de rémunération porté à leurs égards, de leur spécialisation et leur méthode de travail. Ils nous font part également de leurs plaintes dues au manque de valorisation de certains employeurs en rapport avec leur réalisation. Suivez. En pleine évolution sur le plan infrastructurel, la ville de Kinshasa prend l'ascension dans le domaine des immobiliers qui poussent comme des champignons. Malheureusement, la main-d'œuvre n'est toujours pas qualifiée. Vu le taux de chômage dans le pays, les jeunes se donnent à des travaux de construction dans certains chantiers pour survivre, alors qu'en réalité, ils sont exploités pour la plupart par ceux-là même qui font exécuter les travaux. Au passage de nos reporters, certains d'entre eux ont décrié le mauvais traitement dont ils sont victimes. La manière dont on travaille, c'est on pratique plus de techniques. On a plusieurs techniques. Quand je parle de profile, je ne limite pas seulement profile. Ce qui concerne la charpente, c'est ça. Il y en a plusieurs méthodes qu'on utilise, il y a des techniques qu'on utilise. Donc là, ça va vraiment nous prendre plus de temps, mais on est plus dans la technologie. Pour ce qui en est de la rémunération, ces ouvriers nous ont fait savoir qu'ils ne bénéficient pas de revenus conséquents par rapport aux travaux réalisés. Si je dirais oui, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y aura tant d'autres qui maintenant aussi me contredire. Je dirais que notre pays, voilà, ce domaine ici, vraiment dans notre pays, est vraiment négligé. Vous voyez, un constructeur est mal payé, un constructeur est vraiment négligé. Et surtout, c'est pratiquement ça. Je vais lancer un message à nos confrères qui sont déjà, à nos amis qui sont déjà architectes ou soit ingénieurs. Très souvent, c'est eux qui gagnent plus de marché. Alors, dans leur tour, ils nous manipulent. Ces manœuvres sous-traitants plaident pour la valorisation de ce métier par les autorités. Depuis 1967, la journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'apprentissage et la maîtrise de la lecture, de l'écriture et l'utilisation de nombres tout au long de la vie en tant que facteur de dignité et des droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Grâce Mayo signe ses commentaires. Chaque année, le 8 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. Son objectif est de souligner l'importance de l'apprentissage et la maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l'utilisation de nombres tout au long de la vie. Dans ce contexte, cette année, elle sera célébrée sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ». Cette journée sera donc l'occasion de joindre les efforts pour accélérer le progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable sur l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. En RDC, selon le bilan de l'année 2020, le taux d'analphabétisme est donc resté élevé à l'instar de beaucoup de pays africains. Il est estimé à 30,3%, dont 17,5% pour les hommes et 42,8% pour les femmes, 38% d'analphabètes en zone rurale. L'amélioration de l'alphabétisation dans le milieu rural est l'une des responsabilités du gouvernement. Normalement, c'est une des tâches ou une des missions du gouvernement. Parce que l'accès à la science, à la connaissance, c'est ce qui permet, c'est un facteur de développement. Donc dès qu'on a une population qui est mieux instruite, qui est alphabétisée, qui est lettrée, il y a des accès à des différents services. Aujourd'hui, il y a une grande frange de la population congolaise qui vit dans les zones rurales et qui n'a pas vraiment accès. Au niveau des enfants, il y a un effort qui est déjà fait avec la gratuité de l'enseignement. Beaucoup d'enfants qui se retrouvaient en dehors du système, du circuit scolaire, ils ont quand même été récupérés. Mais beaucoup d'adultes, par contre, sont restés avec cet art du passé. Ils sont des analphabètes. Et pour essayer de récupérer ou de faire tant soit peu pour les encadrer, les ONG locales peuvent contribuer énormément en organisant des centres d'alphabétisation. Mais aussi, l'État doit
récupérer parce que c'est dans ces missions. L'État doit ouvrir des centres dans les écoles avec les ministères des Affaires sociales, les ministères de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a moyen d'organiser des enseignements pour récupérer tous ces adultes qui ne savent plus ou qui n'ont pas pu accéder au système scolaire. À en croire Séguin Lundoloki, professeur de la 6e année primaire à l'école Académie des sciences et des technologies, les responsabilités sont partagées. Les élèves doivent s'outiller pour mieux maîtriser la lecture et l'écriture. La responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée parce que d'abord, l'élève lui-même qui est au centre de son action doit pouvoir s'outiller pour mieux lire. Et aujourd'hui, on n'apprend pas qu'à l'école. Aujourd'hui, on n'apprend pas qu'à l'école. Il y a différents moyens, il y a différents canaux d'ailleurs de communication à travers lesquels on peut aussi apprendre. L'apprentissage de la lecture, c'est vrai qu'elle intervient au niveau du degré peut-être élémentaire en primaire, l'enseignement fondamental. Mais il y en a qui font des efforts tout en parcourant les différents degrés de l'enseignement d'améliorer. Mais les enseignants n'ont pas. Les enseignants aussi ont une part. Parce que les enseignants qui se retrouvent dans les systèmes scolaires, il y en a qui sont peu motivés avec tout ce que nous connaissons comme traitement, problèmes sociaux des enseignants. Il y en a qui ne sont pas du tout motivés et qui n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Par contre, il y a aussi l'État. L'État qui ne sait pas mettre de la valeur, donner de la valeur à ces enseignants qui sont en train de former l'élite. L'État aussi contribue un peu à la déperdition ou à la perte de cette qualité de l'enseignement. Il demande par ailleurs aux autorités compétentes avec les ONG de pouvoir créer plusieurs centres de récupération afin d'aider les analphabètes à travers toute l'étendue du territoire national. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Comme prévu sur les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante CENI, toutes les candidatures pour la présidentielle du 23 décembre sont attendues dans les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC dès ce samedi 9 septembre jusqu'au 8 octobre 2023. Seront retenus les candidats qui auront à remplir une série de conditions. Le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde est menacé par une motion de censure introduite au Parlement pour la session de septembre 2023. C'est le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan qui l'a déposé en protestation des incidents survenus entre les FARDC et les adeptes de Ouazalendo qui ont coûté la vie à plus de 50 personnes. C'était là le journal de la rédaction, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue et bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir.